En juillet 2019, Ursula Hélène Juarez a signalé que Noah était décédé par noyade dans la piscine de la résidence familiale. Aucun signe d'inhalation d'eau n'a été constaté. Son corps portait diverses blessures et traumatismes à différents stades, témoignant de maltraitance prolongée. Parmi les documents, le rapport médical final concluait à un homicide involontaire par usage compulsif de la substance X, associé à un traumatisme crânien. Cette affaire soulève de nombreuses questions, le silence qui règne, les violences subies et les défaillances du système. Continuons de suivre l'histoire de Noah Quatro. Noah Alejandro Quatro est né le 20 août 2014 à Palmdale, en Californie. Il était le fils d'Ursula Hélène Juarez et de José María Quatro Jr., qui s'étaient rencontrés alors qu'ils fréquentaient le lycée John F. Kennedy à Granada Hills. Ursula avait eu son premier enfant à l'âge de 18 ans. Noah est né 2 ans plus tard, puis une sœur cadette et un autre frère cadet sont venus agrandir la fratrie. Toutefois, cette famille n'était pas considérée comme une famille ordinaire par le système de protection de l'enfance. Avant même la naissance de Noah, le département des services à l'enfance et à la famille du comté de Los Angeles, connu sous le nom de DCFS, suivait déjà la famille en raison de préoccupations graves. En 2014, Ursula a été accusée d'avoir causé de graves blessures à Bobby Jean, un demi-frère nouveau-né, notamment des fractures du crâne. En pratique médicale, des blessures de cette nature chez les nourrissons sont souvent associées à un traumatisme crânien infligé, une forme de maltraitance particulièrement dangereuse pouvant entraîner des conséquences à long terme ou la perte de la vie. Une travailleuse sociale du DCFS, Jennifer Montagna, était déterminée à ne pas permettre à Ursula de mettre à nouveau un enfant en danger. À la suite des accusations concernant Bobby Jean, Montagna a lancé une enquête approfondie et a rapidement confirmé qu'Ursula était de nouveau enceinte. Compte tenu de l'évaluation à haut risque, des dispositions ont été prises pour que Noah soit séparé de ses parents immédiatement après sa naissance. Au cours de ses premières semaines de vie, Noah a été déplacé entre plusieurs familles d'accueil sans jamais avoir la possibilité de créer un lien stable avec un principal donneur de soins. Avec le recul, des documents ultérieurs indiquent qu'Ursula manifestait peu d'attachement émotionnel ou de soins maternels envers son fils, compte tenu d'une accusation antérieure impliquant des atteintes graves à un autre nourrisson. Les experts estimaient que le risque que Noah subisse de nouvelles violences demeurait extrêmement élevé. Après plusieurs semaines passées dans le système de placement familial, Noah a été temporairement confié à son arrière-grand-mère, Evangelina Hernandez. Pour une durée de 9 mois, Evangelina était une personne responsable et attentive. Sous sa garde, Noah bénéficiait de contrôles médicaux réguliers, était maintenu propre, correctement nourri et disposait de jouets adaptés à son âge. Il s'épanouissait et a développé un lien affectif manifeste avec son arrière-grand-mère, allant jusqu'à l'appeler parfois « maman ». Toutefois, alors que Noah connaissait pour la première fois une certaine stabilité, Ursula et José ont cherché à récupérer sa garde. Malgré le risque direct que cela représentait pour la sécurité de leur fils, ils ont affirmé que le DCFS les avait privés de la possibilité de s'occuper de Noah durant ses premiers mois de vie. Lorsque l'agence n'a pas été en mesure d'établir de preuves directes reliant Ursula aux fractures du crâne de Bobby Jean, le dossier a été classé sans suite. Faute de conclusion, Noah a alors été rendu à ses parents. Dans ces circonstances, beaucoup auraient pu penser que la famille allait repartir sur de nouvelles bases et avancer de manière normale et saine. Mais en peu de temps, elle s'est de nouveau retrouvée sous la surveillance du DCFS. En novembre 2016, alors que Noah avait un peu plus de 2 ans, le système de santé Kaiser Permanente a contacté le DCFS pour signaler qu'il avait manqué 8 rendez-vous médicaux consécutifs, tous sur une période de 6 mois, pour un enfant si jeune, en particulier avec des antécédents d'intervention du DCFS. Des consultations médicales régulières étaient d'une importance cruciale. Les nourrissons et les jeunes enfants nécessitent un suivi médical étroit afin de vérifier qu'ils atteignent les étapes fondamentales de leur développement. Et en l'absence de ces rendez-vous, les professionnels n'avaient aucun moyen d'évaluer l'état de Noah. Interrogé à ce sujet,
Ursula a affirmé que ces absences étaient dues à des problèmes liés à l'assurance maladie de la famille. Cette explication s'est rapidement révélée fausse. Une travailleuse sociale a examiné les dossiers et a confirmé que Noah bénéficiait d'une couverture médicale active en permanence et que ses droits n'avaient jamais été interrompus. Une fois encore, le DCFS est intervenu. Lorsque les travailleurs sociaux se sont rendus au domicile pour mener leur enquête, ils ont découvert que Noah souffrait d'une malnutrition sévère, qu'il était si faible qu'il ne pouvait pas marcher seul, et que sa taille et son poids le plaçaient au premier percentile par rapport aux garçons de son âge. À 2 ans, il ne pesait que 17 livres, alors que le poids moyen d'un garçon de cet âge se situe généralement entre 27 et 30 livres. Si Noah avait été emmené régulièrement à ses rendez-vous médicaux, cet état aurait pu être identifié bien plus tôt. Au lieu de cela, Ursula et Jose l'avaient tenu à l'écart. Ursula a déclaré aux enquêteurs que Noah mangeait de manière excessive, vomissait en conséquence et ne prenait pas de poids. Elle a décrit son fils comme un enfant difficile, courant dans la maison en mangeant tout ce qu'il trouvait jusqu'à en vomir. Une nouvelle fois, Noah a été retiré de la garde de ses parents et placé dans un centre de soins appelé Bithias House, situé dans la vallée de San Gabriel. L'objectif de cet établissement était de rétablir sa santé. Et les résultats ont montré une amélioration nette. Pendant son séjour, Noah ne présentait aucun des problèmes signalés par ses parents, tels que des vomissements ou un comportement incontrôlable. Michelle Thompson, l'administratrice de Bithias House, a indiqué que, bien que Noah n'ait pas encore rattrapé l'ensemble de ses étapes de développement, il avait réalisé des progrès significatifs. Il pouvait courir, descendre du toboggan et se désigner lui-même par le surnom Nono. Noah a ensuite été confié de nouveau à la garde de son arrière-grand-mère, Evangelina. Durant cette période, tous deux se sont apportés réconfort et joie. Noah marchait désormais, parlait et chantait, et sa chanson préférée était Old MacDonald. Il aimait le contact physique, serrant souvent son arrière-grand-mère dans ses bras et lui disant « Mamie, c'est l'heure que tu me fasses un câlin et que tu me dises que tu m'aimes. » Bien qu'Evangelina ne disposât que d'une garde temporaire, les parents de Noah bénéficiaient toujours de droits de visite accordés par le tribunal. Ils étaient autorisés à l'emmener quelques heures à la fois, ce qui était extrêmement éprouvant pour Evangelina. Avant et après chaque visite, Noah criait et pleurait pendant environ 45 minutes, répétant qu'il ne voulait pas y aller, à l'inverse des réactions intenses de Noah. Ursula et José montraient peu d'enthousiasme lorsqu'ils passèrent du temps avec leur fils. Ils n'ont jamais fait de Noah une priorité et manquèrent fréquemment les visites programmées, ce qui, en pratique, était bénéfique pour l'enfant. Toutefois, chaque fois que le DCFS rouvrait une enquête, ils exprimèrent de nouveau leur volonté de récupérer la garde et s'opposaient fermement à toute intervention du système. En 2017, l'enquête du DCFS, liée au second retrait de Noah de sa famille, a duré environ 1 an et demi. L'issue finale a été l'élaboration d'un plan visant à le rendre à ses parents, mais uniquement sous un ensemble strict de conditions obligatoires. Ursula et Jose étaient tenus d'inscrire Noah à l'école maternelle et de participer à une thérapie. Noah devait assister à tous ses rendez-vous médicaux sans exception, et le couple devait suivre un programme de parentalité axé sur la construction d'un lien parent-enfant sain. Le DCFS était chargé d'accompagner et de superviser l'ensemble du processus par l'intermédiaire d'un travailleur social désigné. Pendant ce temps, n'ayant plus la garde légale, Evangelina ne pouvait que rester en retrait et tenter de protéger son arrière-petit-fils du mieux qu'elle le pouvait. À mesure que le dossier était transféré à plusieurs reprises entre différents travailleurs sociaux, elle a pris l'initiative de s'assurer que chaque nouveau référent comprenne pleinement ce qui s'était produit et ce qui continuait de se produire concernant Noah. Finalement, la travailleuse sociale du DCFS, Susan Johnson, a été désignée comme responsable principale du dossier de Noah. Susan Johnson était la personne qui s'est battue pour Noah avec plus de détermination que quiconque. En tant que travailleuse sociale spécialisée dans la protection de l'enfance, sa mission consistait à superviser le processus de réunification familiale et à rendre compte de manière honnête au tribunal de tout ce qu'elle observait. Dès le début, ses collègues l'ont averti qu'Ursula et José présentaient un schéma de manipulation et de malhonnêteté constante.
Johnson a examiné l'intégralité du dossier de Noah et a accordé une attention particulière aux préoccupations exprimées par Evangelina, qui se sentait alors reléguée à la marge par le système. Johnson a également effectué de nombreuses visites au domicile, passant du temps directement avec Noah et observant attentivement son comportement. Elle a exprimé de graves inquiétudes après avoir identifié de nombreux signes couramment associés à la négligence et au mauvais traitement. Bien qu'elle ait déjà rencontré des indicateurs similaires dans d'autres dossiers, Johnson estimait qu'aucun enfant qu'elle avait suivi auparavant ne se trouvait dans un état aussi préoccupant que celui de Noah. Elle craignait que Noah ne soit devenu le bouc émissaire au sein de sa propre famille. Selon des experts en psychologie, dans certaines familles dysfonctionnelles, un enfant est désigné pour absorber les tensions et les échecs du foyer. Intentionnellement ou non, les émotions négatives et la culpabilité sont dirigées vers cet enfant, le laissant subir des atteintes émotionnelles et physiques profondes. Plusieurs mois après la mise en place du plan de réunification, Ursula et Jos n'avaient toujours pas inscrit Noah à une thérapie ni à l'école maternelle, comme l'exigeaient les conditions imposées. Ils n'avaient pas non plus suivi les cours de parentalité ordonnés par le tribunal. En pratique, le couple ignorait la plupart des obligations obligatoires. Noah a déclaré à des membres de sa famille ainsi qu'à des travailleurs sociaux qu'il ne souhaitait pas vivre avec ses parents. Malgré cela, et en dépit du manque de coopération répété d'Ursula et de Jos, le tribunal a décidé de maintenir le plan de réunification. Susan Johnson a informé le tribunal que le couple lui avait menti à de nombreuses reprises pendant la période de suivi. Ils affirmaient à tort avoir obtenu une assurance maladie et continuaient à ne pas conduire Noah aux rendez-vous médicaux obligatoires. Ursula a également été accusée d'avoir menti au sujet de grossesse, niant à 2 reprises être enceinte jusqu'à ce que les 2 enfants concernés soient déjà nés. Selon les allégations, elle aurait, à une occasion, tenté de quitter l'hôpital avec un nouveau-né, sachant qu'un tel départ déclencherait immédiatement une nouvelle enquête du DCFS. Susan Johnson a tenté à plusieurs reprises d'effectuer des visites domiciliaires inopinées, mais la plupart du temps, personne ne répondait à la porte. Ursula et José affirmèrent souvent qu'ils n'étaient pas à la maison. Johnson ne pouvait pas entrer dans le logement, faute de mandat officiel. Au printemps 2019, alors que Noah n'avait que 4 ans, sa situation ne montrait aucun signe d'amélioration. Il n'était en rien plus proche d'une enfance normale. Tandis que ceux qui tentèrent de le protéger se heurtaient à des obstacles constants, en mars 2019, Johnson s'est rendu à l'adresse qu'Ursula et José avaient indiquée comme étant leur résidence familiale. Pour découvrir qu'ils n'y vivaient pas du tout, la sœur de José a ouvert la porte et a déclaré que son frère et les enfants n'y habitaient plus depuis au moins 4 mois. La mère de José, Nubia Barrios, a admis que la famille passait de temps à autre et a exprimé son inquiétude pour ses petits-enfants. Selon ses propos, Noah était fréquemment privé de repas appropriés et elle craignait également que les enfants ne soient pas scolarisés. Ce qu'elle a observé lors de cette visite a marqué un tournant critique. Noah présentait des ecchymoses visibles sur les bras et le cou, et son dos était recouvert d'une épaisse couche de crème blanche dont Johnson n'a pas pu identifier la nature ni déterminer l'utilité. Ursula a affirmé que les ecchymoses présentes sur le cou et les bras de Noah étaient simplement dues à sa maladresse. Elle a également déclaré que la crème blanche appliquée sur son dos servait à traiter de l'eczéma. Toutefois, cette visite a déclenché tous les signaux d'alerte et Susan Johnson a immédiatement signalé ses inquiétudes à sa hiérarchie. Elle a consigné l'ampleur des ecchymoses et exprimé la crainte que Noah ait semblé avoir été préparé à ce qu'il devait dire au sujet de ce qu'il vivait. Noah a indiqué à Johnson qu'il était frappé, puis est revenu rapidement sur ses propos. Une réaction fréquemment observée chez les enfants exposés à la maltraitance et à la violence familiale. Les parents de Noah avaient reçu à plusieurs reprises la possibilité de l'emmener à des rendez-vous médicaux, de l'inscrire à l'école et de participer à une thérapie conformément aux décisions du tribunal. Mais ils n'ont respecté aucune de ces obligations. Au lieu de s'améliorer, l'état de Noah a continué de se dégrader. Johnson a conclu que Noah devait être retiré du domicile pour la 3e fois. Toutefois, lorsqu'elle a formulé cette recommandation, il lui a été répondu qu'une ordonnance judiciaire serait nécessaire, une procédure difficile à obtenir. Il est alors apparu clairement que ses préoccupations n'étaient pas traitées avec le degré d'urgence qu'elle justifiait par ses supérieurs.
À ce stade, la seule chose que Susan Johnson pouvait faire était de déposer son rapport et de transmettre le dossier pour une enquête plus approfondie. Toutefois, comme cela s'était produit dans de nombreuses autres affaires, y compris celle d'Anthony Avalos, une fois l'enquête officiellement ouverte, un nouveau responsable de dossier a été désigné pour en prendre la charge. Il s'agissait de Maggie Vasquez Ducos, pour ceux qui connaissent des affaires telles que celle d'Anthony Avalos ou de Gabriel Fernandez. Le public se souvient peut-être de la travailleuse sociale Barbara Dixon, vivement critiquée pour son indifférence et sa négligence dans ces deux dossiers. Malheureusement pour Noah, Maggie Vasquez Ducos a rapidement manifesté des signes d'alerte similaires. Dès sa prise en charge du dossier, elle a commencé à remettre en cause le travail déjà effectué par Susan Johnson. Ducos n'a lu aucun des rapports relatifs à Noah. Lors de sa première visite au domicile familial, elle a vu une Ursula souriante et un Noah présentant de multiples ecchymoses sur le corps. Ursula et Jose ont immédiatement expliqué que Noah était tombé d'un lit superposé. Ducos a accepté cette explication sans hésitation et n'a posé aucune autre question. Ursula et José ont continué à affirmer auprès de Maggie Vasquez Ducos que la précédente travailleuse sociale, Susan Johnson, ainsi que d'autres membres du DCFS, les prenaient délibérément pour cible. Ils ont soutenu qu'ils étaient visés en raison de leur origine ethnique et que le DCFS était allé trop loin en brisant leur famille. Ursula a interrogé « Pourquoi ferions-nous du mal à notre enfant alors que nous venons à peine de le récupérer ?» Je gère ce dossier depuis 4 ans et on m'a dit que j'étais apte à élever 2 enfants. Mais pas Noah. En quoi cela a-t-il du sens ? Ces arguments ont rapidement convaincu Ducos que les parents disaient la vérité. Lorsque Ducos s'est entretenu avec Noah, celui-ci a nié toute allégation de maltraitance ou d'abus sexuels. Sur cette base, Ducos a conclu que les signalements précédents n'étaient pas fiables et a clos l'enquête par une conclusion non concluante. Pendant ce temps, Susan Johnson a refusé d'abandonner Noah. Elle a poursuivi ses démarches avec acharnement pour le retirer de ce qu'elle considérait comme un environnement dangereux et a déposé des documents auprès du tribunal. Ce qui a conduit au dépôt d'une requête visant à retirer Noah de la garde de ses parents pour la 3e fois. Susan Johnson a également suivi les instructions de sa hiérarchie et a poursuivi les démarches en vue d'obtenir une ordonnance judiciaire. Le tribunal pour mineurs a rendu une décision ordonnant le retrait de Noah du domicile familial et exigeant une évaluation afin de déterminer si des abus sexuels avaient eu lieu. Cette requête a été signée par un juge des mineurs au début de l'été 2019. Lorsque les supérieurs de Johnson ont appris qu'elle avait obtenu avec succès l'ordonnance de retrait, ils ont immédiatement convoqué une réunion d'urgence à huis clos. Cette réunion réunissait Susan Johnson, Maggie Vasquez Ducos et des cadres supérieurs du DCFS afin de discuter du dossier de Noah et de déterminer si l'ordonnance judiciaire serait effectivement appliquée. Johnson a ensuite rapporté qu'elle s'était battue de toutes ses forces pour Noah lors de cette réunion. Elle a averti que si le DCFS n'exécutait pas l'ordonnance du tribunal, l'agence risquait de se retrouver confrontée au décès d'un enfant. Au cours de la réunion, une personne a demandé à Johnson de se taire, tandis que Ducos a déclaré qu'elle estimait que Noah allait bien et qu'il n'existait pas de problème grave au sein de la famille. Ducos a accusé Johnson de prendre parti pour Evangelina Hernandez dans le but de discréditer les parents et de séparer Noah d'eux. Elle a également soutenu qu'une implication continue du DCFS pourrait être perçue comme discriminatoire, Ursula et José étant d'origine latino-américaine. Malgré l'existence d'une ordonnance judiciaire en vigueur exigeant le retrait de Noah du domicile, aucune mesure n'a été exécutée. Maggie Vasquez Ducos, ses supérieurs et le DCFS ont estimé qu'une nouvelle enquête, jugée plus approfondie, était nécessaire avant de pouvoir justifier un 3e retrait de Noah. À ce stade, Susan Johnson a été totalement écartée du dossier et Ducos, accompagné d'une autre travailleuse sociale, a été chargé de le reprendre. Selon les procédures en vigueur, les travailleurs sociaux disposaient d'un délai de 10 jours pour retirer un enfant après l'émission d'une ordonnance judiciaire. À défaut, ils étaient tenus d'en informer le tribunal. Or, à la mi-juin, 29 jours s'étaient écoulés sans que le tribunal pour mineurs ait été informé que Noah vivait toujours avec ses parents. Durant l'été 2019,
la famille Quattro résidait dans un appartement à Palmdale, en Californie. Lors d'une visite à l'appartement, Dukos et une autre travailleuse sociale ont constaté une entaille visible sur le visage de Noah. Ursula et José ont fourni 3 explications différentes quant à l'origine de cette blessure, selon les allégations. Tout au long de la visite, Noah s'est approché à plusieurs reprises en déclarant des phrases telles que « ils me nourrissent beaucoup » et « ils prennent très bien soin de moi ». Des propos qui ont suscité des inquiétudes supplémentaires quant à la possibilité qu'il ait été préparé à ce qu'il devait dire. Ces comportements ont été perçus comme des signes évidents indiquant que Noah avait été préparé à tenir des propos destinés à dissimuler des actes répréhensibles commis par ses parents. À l'issue de la visite, Maggie Vasquez-Dukos a informé le tribunal qu'elle avait besoin de davantage de temps et s'est vue accorder un délai supplémentaire de 30 jours pour poursuivre l'enquête. Dans un courriel adressé à ses supérieurs, Dukos a soutenu que, malgré l'ordonnance judiciaire, Noah n'avait pas besoin d'une évaluation médicale, estimant qu'il n'existait, selon elle, aucun signalement crédible d'abus sexuels. Dukos a tenté à plusieurs reprises de rendre visite à la famille. Mais à chaque occasion, elle a été éconduite et confrontée verbalement par José et Ursula. Bien que Dukos soit elle-même d'origine latino-américaine, le couple l'a accusée de discrimination raciale et a affirmé qu'elle cherchait à leur retirer leurs enfants. Malgré cela, Dukos a continué à les défendre, suggérant qu'ils étaient simplement submergés par des expériences négatives passées avec le système de protection de l'enfance. Le 5 juillet 2019, un voisin du complexe d'appartements Mountain Shadows, à Palmdale, est passé devant le logement de la famille Quattro et a entendu un enfant pleurer bruyamment en disant « Non, papa, non, maman », peu après 18 heures. Un appel d'urgence au 911 a été reçu depuis le complexe résidentiel de Palmdale. L'appelante était Ursula. Elle a indiqué au répartiteur qu'une ambulance était nécessaire, car son fils de 4 ans, Noah, avait été retrouvé inconscient dans la piscine. Selon sa version des faits, Noah nageait lorsqu'un accident s'est produit et qu'il s'est noyé. Ursula a déclaré que les 2 parents avaient tenté de le réanimer. Sans succès, cependant, à l'arrivée des secours. Ce qu'ils ont constaté ne correspondait pas à ce récit. Noah était entièrement habillé et son corps était complètement sec, ce qui n'était pas compatible avec un enfant venant d'être sorti d'une piscine. Noah a été transporté au Palmdale Regional Medical Center, puis transféré à l'hôpital pour enfants de Los Angeles. Aucun membre de la famille n'était présent à son chevet. Le docteur John Markham, qui a pris Noah en charge, a déclaré que lui-même ainsi qu'une équipe de médecins et d'infirmiers tenaient la main de l'enfant lors de ses derniers instants. « Nous étions avec lui lorsqu'il est décédé », a-t-il indiqué. Noah Quattro a été déclaré décédé le lendemain matin. Il se trouvait à seulement 1 mois de son 5e anniversaire. Dès les premières constatations, son corps présentait des éléments incompatibles avec une noyade accidentelle. Les médecins légistes ont confirmé l'absence totale d'eau dans ses poumons. Le rapport d'autopsie a ensuite fait état d'ecchymose étendue sur l'ensemble du corps de Noah. Les médecins légistes ont également identifié plusieurs côtes fracturées, à différents stades de cicatrisation, ce qui indiquait des atteintes physiques prolongées et répétées dans le temps. L'examen a révélé des preuves claires d'abus sexuels, notamment une lésion au niveau du rectum, bien que la cause exacte de ce traumatisme n'ait pas pu être déterminée. Les conclusions ont établi que Noah avait été soumis à des violences graves et continues. La cause du décès a été déterminée comme étant une strangulation associée à un traumatisme contondant. La manière de la mort a été officiellement qualifiée d'homicide. Les forces de l'ordre ont immédiatement concentré leur enquête sur un seul couple de suspects. Actuellement, dans l'émission d'investigation d'Eyewitness News, de nouvelles images et des appels d'urgence sont diffusés ce soir suite au décès de Noah Quattro, 4 ans, l'été dernier. Les parents de Noah ont déclaré à la police qu'il s'était noyé dans la piscine, mais selon un témoignage récemment rendu public devant le grand jury, les parents ont mis en scène la scène pour induire les enquêteurs en erreur. Notre reporter Hernandez a un reportage. Vous le voyez en avant-première sur Eyewitness News. Oui, bien sûr, appelez le 1 2 3 4 5 6 7 8 6 8 9 2 1 9 1 1.
Noah Quatro, 4 ans, gisait inconscient sur le sol du salon. Ses parents ont déclaré aux premiers intervenants qu'ils venaient de le sortir de la piscine. Nous l'avons emmené à l'étage parce que nous étions fatigués. On nous l'a dit. Ils ont dit qu'il pourrait se réveiller. Où êtes-vous maintenant? Son animal de compagnie est en train de le faire. Ou dans la maison et l'animal de compagnie est dans la maison, dans le salon. C'est d'accord. Donc vous étiez dans le salon et je les tiens pour responsables. Le père de Noah, José Quatro, rejoue ses tentatives désespérées de réanimation cardio-respiratoire dans leur appartement de Palmdale le 5 juillet de l'année dernière et je me suis dit non, oh mon fils, respire. Leur histoire a rapidement été révélée au grand jour. José Quatro et la mère de Noah, Ursula Waters, ont été inculpés de torture et de meurtre sur la personne de Noah. L'affaire a également suscité des critiques à l'encontre du département de l'enfance et de la famille DCF. 8 semaines seulement avant la mort de Noah, une employée du DCF, Susan Johnson, avait reçu une ordonnance du juge lui enjoignant de retirer Noah de son domicile. Mais la hiérarchie de Johnson est intervenue. Noah est décédé dans un foyer que le DCF lui-même avait classé comme présentant un risque élevé. Un policier, intervenu suite à un appel au 911, a décrit qu'à l'hôpital, la vie des parents du garçon était en danger. Le garçon a été transporté à l'hôpital. Il n'y avait aucun signe de noyade, il n'y avait pas d'eau dans ses poumons, mais il présentait des signes de blessures physiques. Voici ce que les médecins et les experts médico-légaux ont constaté: des ecchymoses sur tout le corps, des fractures de côte en voie de guérison, un œdème cérébral et des blessures compatibles avec une agression. Cause du décès: asphyxie et traumatisme crânien. Il semble toutefois qu'il y ait eu strangulation. Noah et ses frères et sœurs avaient vécu auparavant dans des familles d'accueil. L'accusation soutient que José Quatro a pris Noah pour cible. Le croyant illégitime, à 2 ans, Noah vivait avec ses parents. Il ne pesait que 7,7 kg et ne pouvait pas marcher. Un jour seulement après la mort de Noah, Ursula et José ont tous deux été arrêtés, tandis que les frères et sœurs survivants de Noah ont été placés sous protection. Les 2 parents ont été inculpés pour des infractions liées à la maltraitance d'enfants et à l'homicide. La caution a été fixée à 4 millions de dollars pour José Quatro et à 3 millions de dollars pour Ursula Juarez. Leur affaire a été présentée à un grand jury en 2020. Tous deux ont été mis en accusation pour meurtre et torture, José étant en outre poursuivi pour abus sexuels sur mineurs ayant entraîné la mort. En cas de condamnation pour l'ensemble des chefs d'accusation, José encourait une peine comprise entre 47 ans de prison et la réclusion à perpétuité, tandis qu'Ursula risquait jusqu'à 32 ans d'emprisonnement. La peine de mort n'a pas été requise dans cette affaire, conformément à la politique du procureur du comté de Los Angeles, George Gascon, une position qui avait également suscité la controverse dans l'affaire Anthony Avalos. À cette période, José et Ursula étaient toujours dans l'attente de leur procès pénal. Toujours en 2020, Evangelina Hernandez a déposé une action civile pour mort injustifiée à la suite du décès de Noah. Au nom d'elle-même et des frères et sœurs survivants de l'enfant, la plainte alléguait que le DCFS, au lieu de protéger Noah et les autres enfants, les avait laissés auprès de parents violents, permettant ainsi que les sévices se poursuivent pendant des années. La plainte alléguait également qu'après la mort de Noah, des travailleurs sociaux du DCFS avaient menacé Evangelina Hernandez dans le but de la réduire au silence. Selon le document déposé, il lui aurait indiqué que, si elle faisait la moindre déclaration publique concernant la mort de Noah ou évoquait la possibilité d'une action en justice, elle perdrait le droit de demander la tutelle de ses 3 arrière-petits-enfants survivants et ne serait plus jamais autorisée à les voir. Au moment des faits, la procédure civile n'avait pas encore été tranchée, mais sa conclusion était attendue pour 2023. Hathaway Sycamores Family Services a également été citée comme défenderesse supplémentaire. L'agence était accusée d'avoir su, ou à tout le moins soupçonné,
que des faits répréhensibles se produisaient au domicile de Noah Cuatro après que le DCFS l'y avait placé, sans pour autant les signaler. À la suite de la mort de Noah, le procureur adjoint Jonathan Atami a assigné à comparaître plusieurs employés du DCFS impliqués dans l'affaire, dont Maggie Vasquez-Ducos et ses supérieurs. Tous ont reconnu ne pas avoir lu le rapport de 26 pages que Susan Johnson avait transmis au tribunal pour mineurs afin de demander le retrait de Noah. Bien qu'il s'en soit opposé au contenu, lors de l'audition, le procureur a demandé à Ducos « Vous dites donc à ce jury que vous avez décidé de ne pas exécuter une ordonnance de retrait que vous n'aviez jamais lue. Est-ce exact ?» Ducos a répondu qu'elle avait lu le rapport, avant de reconnaître par la suite que cela n'était intervenu qu'après le décès de Noah. Aucun administrateur de haut niveau du DCFS n'a témoigné dans cette affaire. Noah Alejandro Cuatro a été inhumé au cimetière de la Mission San Fernando, à Mission Hills, en Californie, lors d'une cérémonie privée. Les membres de sa famille et ses proches se souvenaient de lui comme d'un enfant joyeux, qui aimait Spider-Man, My Little Pony et les personnages de P.J. Masks, et qui se réjouissait à l'idée de commencer l'école. Sa tombe porte son portrait à côté d'une petite guitare, et la pierre tombale est gravée des mots « Un câlin, un baiser dans le bonheur du paradis, parti trop tôt, notre ange ». L'affaire Noah Alejandro Cuatro n'est pas seulement le récit de la cruauté de deux personnes appelées parents, mais aussi une mise en accusation sévère de tout un système conçu pour protéger les enfants. Ursula Juarez et José Cuatro ont exploité leurs droits parentaux pour dissimuler des années de sévices. Malgré des signaux d'alerte de plus en plus évidents, parallèlement, le DCFS du comté de Los Angeles a failli à de multiples reprises en ignorant des alertes, en retardant l'exécution d'ordonnances judiciaires et en plaçant la procédure au-dessus de la vie d'un enfant. Dans le cas de Noah Cuatro, toutes les occasions de le sauver existaient et chacune d'entre elles a été manquée. Cette affaire constitue un avertissement clair adressé à la communauté lorsqu'un enfant parle avec peur, lorsque son corps montre des signes de préjudice, lorsque des membres de la famille supplient pour obtenir de l'aide, le silence et l'indifférence deviennent une forme de complicité. La justice pour Noah Alejandro Cuatro ne se limite pas à la salle d'audience. Elle exige également que les agences de protection de l'enfance soient tenues pour responsables, afin qu'aucune affaire de maltraitance ne soit jamais laissée sans réponse jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette vidéo a pour objectif d'informer et de sensibiliser le public aux enjeux de justice et de protection de l'enfance, et non de sensationnaliser ou de choquer. Merci d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications afin de soutenir nos futurs documentaires True Crime où chaque histoire est une voix pour la justice des enfants, pour leur protection et pour un monde dans lequel chaque enfant est en sécurité, aimé et entendu.